Bonjour, nouvelle vidéo où on reprend le cours qui malheureusement a été interrompu lors de la dernière vidéo puisque l'écran a figé. On reprend donc notre description du bonheur selon Aristote. Donc vous avez bien noté effectivement que pour Aristote, eh bien, chaque être qui vit dans l'univers même est un être qui va avoir une sorte de principe interne, de principe vital qui va le guider vers son objectif et c'est un objectif qu'on pourrait appeler le bonheur. Alors on a déjà évoqué pour Aristote l'âme végétative, l'âme des plantes, les plantes pour qui atteindre leur objectif vital n'est pas très compliqué puisqu'elles ont une âme extrêmement primitive, extrêmement schématique et donc il suffit à la plante de croître, de naître, de croître, de se reproduire mais de façon passive puisque les plantes n'ont pas de principe dynamique pour se reproduire ou même pour s'alimenter, elles ne font que prendre dans la terre qui est autour d'elles et dans l'air ce dont elles ont besoin. Donc voilà pourquoi effectivement les plantes ont une âme extrêmement primitive qui ne va pas avoir besoin de grand-chose pour atteindre leur objectif de vie. Chez les animaux, c'est un petit peu plus compliqué, et donc on va reprendre la lecture du cours avec ce fameux principe vital selon Aristote. Alors attendez, mon écran fait n'importe quoi. Hop là. Désolé. Les animaux maintenant. Les animaux ont une âme non plus végétative comme les plantes, mais une âme sensitive. C'est-à-dire que les animaux éprouvent la douleur, la faim, la soif, et donc leur principe interne, ce principe vital, les pousse à naître, croître, se reproduire, cette fois de façon active. Il leur faut trouver un partenaire sexuel, s'alimenter, là aussi de façon active. Il faut qu'elles trouvent par elles-mêmes, ces bêtes, enfin ces animaux doivent trouver par eux-mêmes de quoi s'alimenter, et puis mourir. Alors là, mourir, c'est pas difficile non plus. Voilà pourquoi effectivement les animaux là aussi ont moins de mal que nous à atteindre leur principe vital, leur objectif vital, tandis que l'être humain, chez nous c'est beaucoup plus compliqué d'arriver au bonheur, d'arriver à la finalité de notre existence. L'être humain seul possède l'âme intellective qui lui permet de penser, de juger, de s'exprimer de façon complexe, etc. Cette âme lui permet aussi d'avoir des jugements moraux. Toutes ces facultés spécifiques ne peuvent se développer qu'au sein d'une société organisée. Donc, si l'être humain désire, c'est pour aller plus loin que le simple besoin, pour s'orienter vers le bien, avec un grand B, et donc le bonheur. Et oui, pour Aristote, c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'atteindre nos objectifs de vie, nous autres êtres humains, puisque nous avons le choix. Les plantes n'ont pas le choix, elles vivent leur vie de façon totalement passive, les animaux n'ont pas le choix non plus parce qu'ils sont guidés par l'instinct, donc ils font ce qu'ils ont à faire sans se poser de questions. Nous posons des questions tout le temps. Nous avons besoin d'avoir une société autour de nous pour nous organiser, nous avons besoin d'avoir une éducation pour avoir en tête les bons principes pour vivre au mieux. Donc ça veut dire effectivement que trouver le bonheur, pour nous c'est plus difficile. C'est plus difficile d'arriver à nos objectifs de vie parce que comme on a le choix, on peut se tromper. On peut prendre les mauvaises directions, les mauvaises options, on peut faire des mauvaises choses et là évidemment ça va tout compliquer. Donc atteindre le bonheur, ça va être une quête beaucoup plus compliquée pour l'être humain que pour les plantes ou pour les animaux. Je précise juste que cette différence entre les trois types d'âmes, végétative, sensitive et intellective, nous la reverrons lors du chapitre consacré à le vivant, la matière et l'esprit. Je poursuis la lecture, c'est donc par sa capacité sociale que l'homme peut atteindre son objectif, son excellence, sa perfection, donc le bonheur comme accomplissement de soi. Et vous pouvez noter cette citation d'Aristote, qui est une citation très célèbre aussi dans la philosophie. Aristote disait la chose suivante, l'homme est un animal politique. L'être humain est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire animal politique ? Ça veut dire que nous sommes des mammifères comme les autres animaux, sauf que nous avons besoin d'une organisation politique. Nous avons besoin d'être encadrés tout au long de notre vie. Aussi bien quand on est au stade d'apprenant, comme vous avez besoin d'une hiérarchie avec des profs, un collège, un lycée autour de vous pour pouvoir apprendre. Et puis plus tard, vous aurez besoin aussi de toute une hiérarchie sociale pour votre métier. Les animaux n'ont pas forcément besoin de ça. Nous, on a besoin d'organiser les choses autour de nous. Mais ça aussi, ça se prend selon des décisions. Les animaux, eux, quand ils sont dans une hiérarchie, ils ne se posent pas de questions non plus. Dans une fourmilière, par exemple, qui est une société extrêmement organisée chez les animaux, il n'y a pas de décision à prendre. Ils ne votent pas pour savoir quelle fourmi va être à la tête de la fourmilière. Nous avons des organisations sociales très différentes. Et ça veut dire aussi, pour Aristote, qu'il peut y avoir des organisations sociales mauvaises. C'est beaucoup plus difficile d'atteindre le bonheur quand vous êtes dans une dictature, dans un régime totalitaire, que, par exemple, dans une démocratie. Donc là aussi, ça ne fait que renforcer les difficultés humaines de trouver le bonheur.
Alors, on va lire ensemble les deux textes que je vous ai envoyés par mail. Ces deux textes s'appellent Bonheur et Excellence, et puis Le plaisir noble fait corps avec l'action noble. Alors, je donne juste quelques petites explications par rapport à ça. Vous voyez dans le premier texte que le titre Bonheur et Excellence met en évidence ce terme d'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Eh bien, c'est arriver à une parfaite totale maîtrise de soi-même. Vous êtes dans l'excellence quand vous maîtrisez parfaitement chaque aspect de votre vie, ce qui n'est absolument pas évident. Et puis le plaisir noble fait corps avec l'action noble, on va voir effectivement que pour Aristote, le seul plaisir possible, enfin du moins le seul plaisir qui vaille le coup, c'est le plaisir qu'on éprouve à faire une action noble, à faire une action qui nous ressemble, qui est dirigée vers le bien, vers le souverain bien. Et ça n'est pas n'importe quoi non plus. Alors on va lire les deux textes d'Aristote, si j'arrive à les retrouver dans mes documents. Toc, désolé pour ces petits atermoiements. Je pensais avoir... Non, j'ai pas dégagé tout se fait en direct, c'est super. Je vais ouvrir le document qui correspond. Donc en principe, vous l'avez vous aussi sous les yeux. Voilà. Double texte donc qui est dans un manuel qui n'est pas le vôtre, hein, c'est pour ça que je vous l'ai envoyé par mail et que ce n'est pas dans votre manuel. Alors lisons ce premier texte. Bonheur et excellence. Si nous posons, dit Aristote, que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison, si la fonction d'un homme vertueux est d'accomplir cette tâche et de l'accomplir bien et avec succès, chaque chose, au surplus, étant bien accomplie quand elle l'est selon l'excellence qui lui est propre, dans ces conditions, c'est donc que le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu. Tiens, on retrouve notre terme de vertu. Et au cas de pluralité de vertus, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles. Mais il faut ajouter, et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme. C'est-à-dire que la vertu, d'accord, l'action belle, d'accord, mais tout au long d'une vie qui est dirigée tout entière vers le bonheur. Car une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour, et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. On retiendra de ce texte ce vieux dicton qu'Aristote met en lumière, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est une façon de dire, de façon un peu imagée, que bah oui, c'est pas parce que vous voyez une hirondelle que c'est forcément le printemps. Il y a aussi d'autres choses qui doivent s'y ajouter pour que ça soit le printemps, qui est quand même une saison qui est longue et qui réclame la douceur du temps, etc., etc. Ben, c'est la même chose quand vous faites une bonne action. Si vous allez par exemple faire vos courses dans un magasin absolument pas éthique, je vais être assez critique, mais prenez par exemple les magasins H&M, qui sont des magasins, on le sait très bien, qui font travailler des petits-enfants dans le sud-est asiatique dans des conditions très peu éthiques, qui vendent des vêtements qui sont extrêmement polluants, qui sont extrêmement dangereux pour l'environnement, on le sait très bien. D'un autre côté, H&M nous dit ah oui, mais nous on utilise du coton bio pour certains de nos vêtements, et puis à la caisse, si vous mettez un centime ou un petit euro de plus, eh bien vous allez aider telle association caritative. Du coup, on peut aller acheter ses fringues chez H&M et polluer et favoriser le commerce non équitable. Mais on se dit, oui, mais j'ai quand même fait une bonne action à la caisse, donc ça va, donc je suis plutôt quelqu'un d'éthique. C'est un peu se masquer les choses, c'est-à-dire que Aristote nous dit, c'est pas parce que vous avez fait une petite bonne action de temps en temps que vous êtes pour autant quelqu'un de vertueux. La vertu va consister, pour enfin trouver le bonheur, à avoir une vie absolument parfaite, à avoir une vie où chaque journée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde est orientée vers le bien. Donc vous voyez que c'est une façon de penser qui est assez extrême. Il faut arriver à une vie où on s'oriente vers la perfection dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées. Je l'ai déjà cité en cours pour certaines classes, mais j'ai vu récemment un documentaire sur le créateur de mode Karl Lagerfeld. Je viens de parler d'H&M, maintenant je parle de Lagerfeld. Oui, alors quand je critique H&M, ne pensez pas que je suis au-dessus de tout, parce que le pull que je porte, il vient de chez H&M, hein, justement. Donc je suis pas du tout au-dessus de la mêlée. Bref, quand j'ai vu ce documentaire sur Karl Lagerfeld, j'ai été surpris de voir que Lagerfeld, c'est quelqu'un finalement qui était assez aristotélicien là-dessus. C'est-à-dire que Lagerfeld embauchait quand même 2 personnes pour gérer juste son emploi du temps de la journée. C'est-à-dire qu'il devait se lever à telle heure, ensuite il mangeait ceci au petit déjeuner, de telle heure à telle heure, ensuite il avait rendez-vous à sa maison de mode avec telle personne, et tout était millimétré, chronométré dans sa journée parce que Karl Lagerfeld était une espèce d'obsessionnel du contrôle total, de la maîtrise de sa propre vie,
et ne voulait pas perdre une seule seconde de sa vie. Et bien ça, c'est assez aristotélicien finalement. Ce personnage était une espèce de monstre de travail qui avait besoin que ses journées soient totalement calibrées. Mais vous retrouvez ça aussi, par exemple, chez les sportifs, les athlètes de haut niveau. Un simple geste effectué par un athlète, on le sait, que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur un terrain de foot ou autre, eh bien, c'est un geste qui a été répété, chronométré, millimétré, parfois pendant des années, pour en arriver à cette excellence. Regardez un geste technique d'un footballeur, c'est un geste qui ne vient pas du ciel, c'est pas un don, et puis il est né avec ça. Non, non, il l'a travaillé, retravaillé, retravaillé pendant des années pour en arriver à cette maîtrise totale de lui-même. Et bien selon Aristote, de façon morale, nous devons travailler la vertu de la même façon. Au début, ça va nous prendre des efforts, ça va nous demander du temps et de l'énergie, de se mettre en tête, d'être toujours vertueux, d'avoir toujours la bonne parole, le bon acte. Et puis au bout d'un moment, dit Aristote, ça va venir tout seul. C'est-à-dire que vous serez vertueux sans même vous en rendre compte parce que vous aurez acquis les gestes, non pas les gestes techniques sportifs, mais l'état d'esprit qui vous permettra d'être quelqu'un de vertueux. Une fois que vous aurez accompli tout ça, eh bien vous serez dans ce fameux bonheur, la personne parfaite qui effectue les gestes parfaits. Mais il faut un code très précis de vie pour pouvoir y arriver. C'est aussi le cas, par exemple, au Japon, des samouraïs. Les samouraïs étaient des personnes qui avaient une vie calibrée, millimétrée pour en arriver à avoir des journées où chaque geste était le geste parfait. Alors si vous vous sentez prêt à faire ça, eh bien vous êtes vous aussi des aristotéliciens. Deuxième texte, le plaisir noble fait corps avec l'action noble. Alors je vérifie mon timing. De même qu'aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas les plus beaux et les plus forts qui sont couronnés, mais ceux qui combattent, car c'est parmi eux que sont pris les vainqueurs. De même aussi, les nobles et bonnes choses de la vie deviennent à juste titre la récompense de ceux qui agissent. Et leur vie est encore en elle-même un plaisir, car le sentiment du plaisir rentre dans la classe des états d'âme, et chacun ressent du plaisir par rapport à l'objet, quel qu'il soit, qu'il est dit aimer. Par exemple, un cheval donne du plaisir à l'amateur de chevaux, un spectacle à l'amateur de spectacle. De la même façon, les actions justes sont agréables à celui qui aime la justice, et d'une manière générale, les actions conformes à la vertu plaisent à l'homme qui aime la vertu. Mais tandis que chez la plupart des hommes, les plaisirs se combattent, parce qu'ils ne sont pas des plaisirs par leur nature même, ceux qui aiment les nobles actions trouvent au contraire leur agrément dans les choses qui sont des plaisirs par leur nature propre. Or, tel est précisément ce qui caractérise les actions conformes à la vertu, de sorte qu'elles sont des plaisirs à la fois pour ceux qui les accomplissent et en elles-mêmes. Dès lors, la vie des gens de bien n'a nullement besoin que le plaisir vienne s'y ajouter comme un surcroît postiche, mais elle a son plaisir en elle-même. Ajoutons en effet à ce que nous avons dit qu'on n'est pas un véritable homme de bien quand on n'éprouve aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions, pas plus que ne saurait être jamais appelé juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral celui qui n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de libéralité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elles-mêmes que les actions conformes à la vertu doivent être des plaisirs, mais elles sont encore et en même temps bonnes et belles, et cela au plus haut degré, s'il est vrai que l'homme vertueux est bon juge en ces matières. Or son jugement est fondé, ainsi que nous l'avons dit. Ainsi donc le bonheur est en même temps ce qu'il y a de meilleur, de plus beau et de plus agréable. Que veut nous dire Aristote à travers ce texte ? Eh bien, il veut nous dire que finalement il y a deux types de plaisirs. Vous avez les plaisirs qu'il appelle les plaisirs postiches. Qu'est-ce que c'est qu'un postiche ? En fait, ça vient du terme, c'est un terme qui vient de la cosmétique. Un postiche, c'est par exemple une perruque. Quand vous êtes chauve, hop, vous mettez une perruque et vous paraissez, vous n'êtes plus chauve. Donc vous êtes plus conforme à ce que la société attend de la beauté, entre guillemets. Ou alors du maquillage. Vous vous maquillez pour paraître plus jeune, plus attractif ou attractive. Et donc, nous dit Aristote, ces plaisirs-là, c'est bien, ils sont très bien, mais on sait très bien qu'ils ne viennent pas de nous. Et on sait bien que c'est de la triche. Quand vous mettez une perruque, quand vous mettez du maquillage, quand vous mettez des fossiles, c'est un surcroît, c'est quelque chose en plus que vous vous ajoutez, mais qui ne vient pas de vous. Eh bien, les actions et le plaisir, c'est la même chose. Le deuxième type de plaisir, ce sont les plaisirs nobles, les plaisirs authentiques. Et ces plaisirs-là, ils ne viennent pas de l'extérieur, c'est pas comme une perruque qu'on se met sur la tête pour avoir l'air, ce sont des plaisirs qui viennent de nous, qui viennent du plus profond de nous, qui viennent de notre propre vertu. Et ça, ce sont les véritables et authentiques plaisirs. Alors, Aristote nous dit, vous pouvez quand même, vous faire plaisir en mangeant du chocolat si vous aimez le chocolat, ou en faisant de l'équitation si vous aimez faire de l'équitation ou autre, ou en allant au spectacle si vous aimez les spectacles. Mais ces plaisirs-là ne rentreront pas dans la catégorie qui mène au bonheur. C'est simplement par le plaisir pris à faire une bonne action, à faire une belle action, à faire une action noble,
que vous arriverez au véritable et authentique bonheur. Ce ne sont pas des postiches, ce ne sont pas des cosmétiques, c'est quelque chose de tout à fait authentique qui vient de vous et qui vous procurera un bonheur, un plaisir et une fierté supplémentaire. Donc voilà pourquoi, effectivement, pour Aristote, le bonheur, eh bien, c'est une longue quête et c'est surtout une quête qui réclame au départ de véritables sacrifices, du temps, de l'énergie, qui réclame quelque chose qui vient du plus profond de vous. Mais une fois que vous l'avez eu, une fois que vous l'avez obtenu, ce bonheur-là va durer pour toujours parce que vous êtes fait pour ça, vous êtes conçu pour ça. Donc tout le monde peut trouver le bonheur, mais le bonheur n'est pas si facile que ça à trouver. Le bonheur réclame une véritable discipline de faire de votre vie pour toujours avoir le geste, la parole, l'acte le plus conforme possible à cette fameuse vertu. Voilà, on est arrivé à un petit peu plus de 15 minutes. On verra dans la prochaine vidéo la suite du cours. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.